Nous allons continuer à parler d'expérience autour du temps dans la recherche et développement. Alors nous sommes tombés sur vos travaux, Lucie Goussard et Guillaume Tiffon, en découvrant la revue Temporalité et en particulier un numéro spécial de 2013 sur les temporalités de la recherche. Donc je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup et merci également aux organisateurs de ce colloque pour leur invitation et pour l'organisation de cette journée. Alors notre communication, elle porte sur la mise en place de l'organisation par projet. On a déjà commencé à un petit peu aborder cette question ce matin. Dans un centre de recherche privé donc, qui appartient à une grande entreprise française du secteur de l'énergie. Donc on n'est pas dans la recherche académique, mais dans la recherche industrielle ici. Et l'organisation par projet, pour donner quelques mots de définition, elle est assez proche du financement sur projet que l'on connaît dans le secteur académique, puisqu'elle implique également une contractualisation des échanges entre chercheurs et financeurs, et puisqu'elle engendre elle aussi un renforcement des contraintes temporelles, budgétaires et techniques sur les activités, mais elle se distingue toutefois du financement sur projet, au sens où elle implique l'instauration d'un organigramme matriciel tel qu'il n'est pas déployé dans la recherche académique. Donc un organigramme matriciel qui adjoint à la ligne de commandement hiérarchique classique qui fonctionne par des départements disciplinaires ou métiers, une autre ligne de commandement horizontale de pilotage des activités par projet, si bien que les chercheurs qui ont fait l'objet de notre enquête appartiennent à la fois à un collectif de travail disciplinaire et à une ou plusieurs équipes projets en même temps. Et ces équipes projets, elles ont la particularité justement d'être pluridisciplinaires et d'être temporaires, donc constituées pour un temps, et elles se composent et se décomposent dans un délai qui varie en général entre 3 et 5 ans. Alors, cette forme d'organisation du travail étant née dans l'ingénierie pour réduire les délais de conception des marchandises et pour rationaliser le travail des ingénieurs, son application au monde de la recherche et de la recherche industrielle en particulier interroge. Réduit-elle également les délais dont disposent les chercheurs pour mener à bien leurs activités? En modifie-t-elle le périmètre et le contenu? Donne-t-elle lieu à un accroissement de la charge de travail, à une intensification du travail? En somme, la question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est en quoi les contraintes temporelles que l'organisation par projet engendre transforment-elles le travail des chercheurs? Alors, pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur une enquête qualitative et quantitative menée depuis 2012, donc dans une unité de recherche, donc dans un centre de R&D d'un groupe spécialisé dans la fourniture et la distribution d'énergie. Alors, au cours de cette enquête, nous avons réalisé près de 120 entretiens approfondis auprès de membres de la direction de ce centre de recherche, mais surtout auprès de chercheurs aux profils variés, que ce soit en termes de statut ou en termes de fonction ou de discipline. Nous avons également mené 30 journées d'observation sur poste de travail, où on a suivi donc des chercheurs pendant des journées classiques de travail, et où on a cherché à regarder ce qu'ils font et comment la temporalité de leurs différentes activités se déroule. Et puis, à côté de ces entretiens et de ces observations, nous avons diffusé 2 questionnaires comportant à chaque fois environ 160 questions et élaborés de manière ad hoc à partir du volet qualitatif de l'étude. Donc, un premier questionnaire qui portait en 2013 sur la question des conditions de travail et surtout de la santé au travail, donc là qu'on va peu mobiliser ou à la marge, et puis surtout un questionnaire diffusé en 2016 qui lui portait sur la temporalité du travail de recherche, diffusé auprès de l'ensemble du personnel, donc ça correspond à peu près à 2000 salariés, et ils ont à chaque fois
reçu un taux de réponse avoisinant les 50%. Donc on a, pour les 2 questionnaires, environ toujours un petit peu plus de 1000 répondants. Alors pour présenter nos résultats, nous allons procéder en 5 temps. Je commencerai par présenter les raisons qui président au déploiement de l'organisation par projet dans ce centre de recherche au début des années 2000. Et on verra ensuite quelles sont les contraintes temporelles que cette forme d'organisation du travail fait peser sur les chercheurs. Donc on va en pointer 4 en présentant les effets de l'organisation par projet de manière plutôt globale, sans rentrer dans la manière dont ces effets se déploient selon les caractéristiques de la population de chercheurs, donc selon les statuts, les disciplines ou le sexe, comme ça a été évoqué lors de la discussion tout à l'heure, mais on pourra peut-être dans la discussion revenir sur les distinctions et les effets différenciés de cette organisation du travail sur la population des chercheurs. Donc, 4 types de contraintes temporelles. La première que nous allons présenter tient à l'accroissement des tâches périphériques, cet accroissement qui se fait au détriment du travail de production scientifique. Le deuxième résultat, c'est que l'organisation par projet augmente les risques de dispersion au travail. Troisième résultat, elle accroît les durées de travail au domicile au bureau comme au domicile. Et elle tend à modifier le contenu même des recherches en les orientant vers des visées, des objectifs plus court-termistes. Alors, donc quelques mots avant de revenir sur ces effets, sur le contexte dans lequel l'organisation par projet a été introduite dans ce centre de recherche. Donc ce centre, il a été créé dans les années 50. Il a d'abord été organisé sous la forme d'une structure hiérarchique classique. Et cette structure, elle s'est maintenue jusqu'aux années 80, de manière globale. Et puis dans les années 80, la direction de cette entreprise émet la volonté de moderniser l'entreprise, donc à travers l'instauration d'organigrammes plus souples, jugés plus flexibles pour répondre aux exigences du marché. Et donc, dès les années 80, une petite partie des activités est organisée en projet, mais l'ensemble, la majeure partie des activités de recherche continue d'être menée au sein de départements disciplinaires. Il faudra donc attendre le début des années 2000 pour que la logique projet se déploie et soit réellement mise en acte à travers l'instauration de cet organigramme matriciel que j'évoquais tout à l'heure. Alors, l'instauration de cet organigramme matriciel par projet, elle intervient dans un contexte particulier, celui de la dérégulation du secteur de l'énergie, du changement de statut de cette entreprise qui devient une société anonyme à peu près au même moment, dont une partie du capital est introduite en bourse et qui intègre le CAC 40. Donc, dans ce contexte tout à fait particulier, on adjoint donc, à la ligne de commandement classique une ligne horizontale de pilotage des activités par projet. L'adoption de cette forme d'organisation du travail, elle repose sur la volonté de changer les chercheurs et leur manière de travailler. Alors, ce résultat, il vient des entretiens que nous avons réalisés avec des membres de la direction et aussi avec des cadres qui ont porté cette réorganisation du travail et que nous avons interrogés donc, sur les raisons d'existence de cette organisation par projet. Alors, les chercheurs sont, à leurs yeux, souvent jugés autonomes, trop autonomes, parfois rétifs au contrôle de leur manager. Et donc, ils sont souvent associés dans les mots de la direction à une population qui serait difficile à manager, qui n'aime pas qu'on mette le nez dans leurs affaires pour leur dire comment travailler. Certains les comparant même à des divas qui n'en font qu'à leur tête, donc là je cite des extraits d'entretien, qui travaillent à leur rythme et qui ne se soucient guère, alors même qu'on est dans un centre de recherche industrielle, des débouchés industriels et commerciaux de leur travail, qui seraient plus préoccupés par les débouchés scientifiques de leurs travaux.
Donc, en réponse à cette représentation des chercheurs, l'organisation par projet poursuivait un double objectif, amener les chercheurs à être plus productifs et les amener à se tourner davantage vers les besoins industriels de l'entreprise et vers les besoins des clients de l'entreprise. On va le voir maintenant, cette réorganisation, elle comporte plusieurs effets sur l'activité des chercheurs et sur sa temporalité, au détriment des activités proprement scientifiques. À présent, le maintien des activités est mis en question tous les 3 à 5 ans, donc ce qui suppose de monter de nouveaux projets, de justifier leur intérêt, de mettre au jour les retombées économiques des résultats des chercheurs. Et le financement même des recherches est rediscuté tous les ans. Donc les chercheurs passent de plus en plus de temps à convaincre les financeurs d'investir dans leur activité en amont de leur activité et en aval pour justifier ce qu'ils ont fait. Donc en amont, il s'agit de constituer des équipes projets, de rédiger des notes d'opportunité, d'évaluer les risques, d'établir, de justifier des plannings projets qu'ils tiendront coûte que coûte ou bien qu'il faudra justifier s'ils ne sont pas tenus. Et en aval, une fois les projets réalisés, il s'agit de présenter leurs résultats, de les consigner dans diverses sortes de reporting, de les présenter aux clients, à la direction, et de montrer qu'ils tiennent leurs délais, de justifier leur retard, etc. Donc, donc les premières tâches que j'ai présentées, celles qui se font en amont des projets, ce sont les tâches qu'on a appelées de préparation des activités. Donc c'est une première forme de tâches périphériques. Et puis celles qui sont réalisées en aval, nous les avons nommées les tâches de valorisation des activités, donc qui permettent de justifier le maintien des activités. Le troisième type de tâches périphériques que nous avons identifié est lié à la réduction des effectifs des fonctions support du personnel administratif afféré au travail de secrétariat de gestion. Personnel qui a été progressivement remplacé par des logiciels, ça a été pointé ce matin également, qui peuvent donner l'impression de faire des économies, mais qui donnent lieu à un transfert des tâches vers les chercheurs, qui passent de plus en plus de temps à gérer eux-mêmes leurs notes de frais, organiser leurs déplacements, enregistrer leurs résultats dans de grandes bases de données, ce qui était autrefois pris en charge par les secrétaires. Donc là, ce type de tâches périphériques, ce sont des tâches administratives. Enfin, le quatrième type de tâches périphériques correspond aux tâches de coordination des activités entre les membres des projets. Donc, je rappelle, chaque chercheur appartient à une équipe disciplinaire, parfois en plus à un laboratoire qui est transverse à différentes équipes disciplinaires, plus 1, 2, 3, jusqu'à 10 équipes projets, et plus encore pour certains, qui à chaque fois comptent une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine de membres. Ces membres appartenant à des disciplines différentes, n'étant pas systématiquement installés physiquement dans les mêmes bâtiments, sur les mêmes sites, et parfois certains travaillant dans les sites qui sont situés à l'étranger. Donc évidemment, l'instauration de ces équipes projets, d'autant plus lorsqu'elles sont plusieurs, elle multiplie le temps consacré à la coordination des membres des projets, que ce temps prenne la forme de discussions bilatérales, de mails, de réunions, de Skype ou autre. Alors, le questionnaire qu'on a mené sur la temporalité du travail de recherche, il a permis d'identifier le temps que les chercheurs passent à chaque type de tâche que je viens de vous présenter. Il en ressort que la production scientifique stricto sensu, donc celle qui consiste à produire des données scientifiques, à écrire, à lire des articles, à présenter ses travaux dans des arènes scientifiques, ne représente qu'un tiers du temps des chercheurs, les 2 autres tiers étant consacrés aux tâches périphériques. Les chercheurs passent en effet 17% de leur temps aux tâches de préparation des activités, 13% aux activités de valorisation, 14% aux tâches administratives et 17% aux activités de coordination. Plus de la moitié des chercheurs estiment par ailleurs que le temps consacré à ces différents types de tâches a fortement évolué au cours des dernières années. 77% d'entre eux considèrent que le temps de la production scientifique s'est réduit,
voire considérablement réduit pour un tiers d'entre eux. Et à l'inverse, près de 2 tiers déclarent que les tâches périphériques se sont accrues. Enfin, quand on regarde l'intérêt que les agents portent à chaque type de tâche, sans surprise, on observe que celles auxquelles ils consacrent de moins en moins de temps sont celles qu'ils jugent les plus intéressantes, la production scientifique, et celles pour lesquelles celles auxquelles ils consacrent de plus en plus de temps sont celles qui sont les moins intéressantes, à commencer par les activités de coordination et surtout les activités administratives que les chercheurs sont 90% à juger peu intéressantes, voire pas du tout intéressantes pour 58% d'entre eux. Donc je vais passer la parole à mon collègue Guillaume Tiffon qui va vous présenter les autres effets. Merci. Oui, alors un autre résultat qui ressort de l'enquête, c'est que l'organisation par projet, en rompant avec la logique séquentielle qui prévalait jusqu'à la fin des années 90, amène la plupart des chercheurs à ne plus travailler sur un seul projet, mais 3 ou 4, voire 5 ou 6 en même temps. Et cela engendre une démultiplication des interlocuteurs et un accroissement de ce qu'on a appelé les coûts de coordination, réunions, mails, déplacements, etc. Des coûts de coordination qui s'avèrent extrêmement chronophages pour les chercheurs, mais aussi, et peut-être surtout, pour les chefs de projet et les managers qui occupent des fonctions centrales dans l'établissement, le maintien et l'élargissement des réseaux qui sont si précieux dans ce type d'organisation. Alors, ces tâches de coordination, elles prennent la forme de sollicitations permanentes auxquelles les chercheurs sont sommés de répondre rapidement, et même de plus en plus rapidement avec le développement des ordinateurs portables, les smartphones, qui rendent possible, mais aussi imposent, d'être joignables et disponibles à tout instant. Par exemple, au cours d'une observation réalisée auprès d'un des chercheurs, on a pu noter qu'en l'espace d'une matinée, il a reçu 8 appels téléphoniques, une vingtaine de mails, dont 7 nécessitaient une réponse immédiate, et la visite de 5 collègues venus le solliciter pour des demandes de nature aussi diverses que la planification d'une réunion de projet, la transmission de résultats intermédiaires, la relecture d'une note technique ou la mise au point d'une présentation PowerPoint. Et ces sollicitations, qui sont simultanées et au contenu divers, elles se traduisent donc par des interruptions constantes qui sont source, pour parler donc, comme Caroline Dachary, de dispersion dans le travail. Alors, à y regarder de près, on peut distinguer 3 sortes de dispersion. La première, c'est le zapping que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le fait de devoir constamment passer du coq à l'âne, d'être sans cesse interrompu dans ce qu'on est en train de faire. La deuxième, c'est la dispersion préoccupation, c'est-à-dire le fait de devoir penser à plusieurs choses en même temps. Par exemple, relire un document alors que l'on a 10, 20 ou 30 mails en attente de traitement. Et cette dispersion préoccupation, elle constitue une charge cognitive à laquelle les chercheurs essaient de faire face à travers différents dispositifs comme des post-it, des systèmes d'archivage de mails extrêmement complexes, des doubles, des triples agendas dans lesquels figurent des listes de tâches à accomplir, mais qui ne parviennent jamais à accomplir dans le temps imparti, qui se reportent d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Enfin, la troisième sorte de dispersion, c'est le travail en temps masqué, c'est-à-dire le fait d'effectuer plusieurs tâches en même temps. Par exemple, répondre à ses mails pendant une réunion, ça se généralise, ça se systématise, c'est-à-dire cette volonté de gagner du temps sur le temps, en essayant notamment ce qu'ils appellent épurer leur mail, c'est-à-dire que c'est plutôt les tâches simples et qui prennent du temps et qui ne sont pas les plus intéressantes, qui nécessitent une semi-attention, qui permet d'avoir une oreille qui traîne quand même pour suivre la réunion. Mais du coup, ce type de travail en temps masqué se développe, donc typiquement dans les réunions. On a pu observer aussi, à travers le questionnaire, que de plus en plus d'agents travaillaient pendant les pauses déjeuner ou les transports. On essaie encore une fois de récupérer du temps. De regagner du temps sur des temps qui sont considérés comme perdus, ou encore rédiger des comptes rendus en même temps qu'on tient une réunion. Ça tend à se généraliser apparemment. Ils sont assez forts. Bon, cette dispersion, donc le fait de devoir penser à plusieurs choses en même temps, d'être constamment interrompu, contraint de passer d'un projet à un autre, il se trouve que du point de vue des chercheurs rencontrés, elle est contre-productive.
elle amène les chercheurs à perdre un temps considérable et une énergie folle, disent-ils, à essayer de se remettre dedans et de retrouver le fil de leur réflexion. Et donc à chaque fois qu'ils sont coupés, ils ont l'impression qu'ils ne repartent pas là où ils en étaient, mais au début. Quand on est dans des lignes de calcul et qu'on s'arrêtait au milieu, il faut repartir du début pour savoir où on en était. Pour le dire autrement, cette dispersion est à l'origine d'une sorte d'émiettement de la concentration qui entre en contradiction avec la nature de l'activité de recherche qui, pour déboucher sur des découvertes, de nouvelles idées, nécessite au contraire concentration et continuité dans la réflexion. Combiné au temps consacré aux tâches périphériques qui ont été évoquées par ma collègue, cet émiettement de la concentration conduit les chercheurs à travailler de plus en plus et au-delà des volumes contractuels de travail, puisque certains d'entre eux effectuent régulièrement 50 à 60 heures hebdomadaires. Cet allongement du temps de travail, il ne se traduit pas seulement par un accroissement de la présence en entreprise, il se manifeste aussi par un débordement du travail dans la sphère hors travail, notamment le soir, le week-end et pendant les vacances, avec des répercussions assez importantes sur la vie de famille. Des effets très différenciés de ce point de vue-là sont les chercheurs et les chercheuses. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et si ce travail déborde de l'entreprise, ce n'est pas seulement par manque de temps, c'est aussi parce que certaines tâches, comme la lecture, la rédaction de documents scientifiques, nécessitent cette fameuse concentration intellectuelle qui ne parviennent plus à avoir au bureau, qui est devenu un espace de plus en plus ouvert et structuré autour d'une temporalité fragmentée. Enfin, cette disponibilité temporelle, elle n'est pas sans lien non plus avec des troubles mentaux, puisque, comme le souligne donc un certain nombre de chercheurs rencontrés, sur le long terme, ce surtravail à domicile épuise, vide, fatigue, et on a été surpris de constater qu'un certain nombre de chercheurs étaient confrontés à des problèmes de santé assez sérieux, avec des burn-out, beaucoup d'ulcères à l'estomac, qui, d'après les médecins, est le reflet de leur organisation du travail et des conditions dans lesquelles ils évoluent. Donc non seulement ce surtravail restreint le territoire de la vie privée, mais il empiète sur les temps de récupération et à terme épuise. Enfin, quatrième grand résultat qui ressort de l'enquête, en soumettant la création et la poursuite des projets au financement des directions opérationnelles, l'organisation par projet confère au client le pouvoir de déterminer ce qui va être étudié, comment et par qui. Et ce faisant, les recherches à long terme et éloignées des préoccupations immédiates des directions opérationnelles souffrent en quelque sorte d'un manque de crédit au double sens du terme. Et pour les chercheurs engagés sur ce type d'activité, ça nécessite de devoir se battre, de constamment devoir faire la démonstration de son utilité pour pouvoir maintenir ses budgets et préserver leur activité. Et pour les autres chercheurs, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de l'aval, notamment ceux qui travaillent pour la direction commerce, cette fois-ci, c'est le contenu et les finalités des activités commanditées qui changent de nature et qui deviennent de plus en plus appliquées. Et notamment dans les sciences humaines et sociales, par exemple, si les programmes de recherche poursuivis portaient sur les liens entre énergie, technologie et société, ils ont été réorientés au début des années 2000 vers l'innovation commerciale et l'analyse des marchés et de leur environnement. Et dans ce contexte, les effectifs de certaines disciplines à l'intérieur de ce grand département, comme la sociologie, ont diminué au profit d'autres approches, comme celle de la gestion et du marketing. Plus encore, les projets commandités s'apparentent de plus en plus à des études, et non plus à des recherches, court-termistes et au périmètre restreint, qui entrent d'ailleurs parfois en contradiction avec les valeurs du service public auxquelles sont attachés nombre de ces chercheurs. Par ailleurs, en réduisant les outputs au nombre de livrables fournis par chercheur, l'organisation par projet promeut une vision gestionnaire de la recherche dans laquelle les temps consacrés à nouer des liens avec la communauté scientifique sont perçus comme improductifs. Ce faisant, les activités nécessaires à la constitution et au maintien de leur expertise scientifique, comme la lecture, l'écriture d'articles, la participation à des colloques, ne figurent pas sur l'agenda des projets. Et pour poursuivre ces activités, les chercheurs sont donc contraints de prendre sur leur temps personnel, ce qui est particulièrement difficile, notamment pour ceux qui sont les plus proches de l'aval et qui ont des contraintes temporelles extrêmement resserrées.
Cette vision productiviste de la recherche limite ainsi les possibilités d'approfondissement des résultats obtenus et engendre ce que David Courpasson a appelé une dégradation du patrimoine des compétences et des savoirs collectifs qui sont détenus dans les centres de recherche et de développement. Elle est également à l'origine d'un infléchissement court-termiste des activités qui renvoie à ce qu'on a appelé une sorte d'ingénierisation de la recherche industrielle, que les chercheurs vivent comme un appauvrissement de leur travail et une non-reconnaissance de leur expertise et de la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à l'entreprise. Et donc, pour conclure, si le financement sur projet renforce les liens entre science et industrie, et par là incite les chercheurs de la sphère académique à davantage s'orienter vers des recherches appliquées, l'organisation par projet, elle, rapproche les chercheurs industriels du monde de l'ingénierie. Et donc, on voit un effet domino où tout converge vers du court-termisme à des échelles différentes selon la place occupée entre la recherche fondamentale et académique, la recherche industrielle et le monde de l'ingénierie. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir les managers qui avaient lancé cette vision par projet et de leur montrer les résultats de votre enquête, discuter avec eux? Oui, merci pour ces résultats provisoires, je crois, mais très riches. Alors, c'est EDF, non ? Mais vous n'avez pas le droit de le dire, je crois. Bon, allez. Simplement, moi, une petite question. La population de ces chercheurs est composée, alors peut-être que c'est variable selon les disciplines, mais comme vous avez précisément conclu sur la question de l'ingénierisation de la recherche, je crois qu'il y a quand même pas mal de chercheurs qui sont déjà ingénieurs, donc, de formation, je veux dire, si c'est bien EDF. Donc, comment se conjugue, voilà, c'est-à-dire l'évolution aussi du métier d'ingénieur, par rapport à cette idée d'ingénierisation que vous développez. Oui, j'ai aussi une autre question, j'ai pas l'impression que vous l'ayez abordée, c'est la recherche et le développement en entreprise est placé dans un cadre international parce que c'est des entreprises qui ont une dimension internationale, mais qu'en est-il de cette dimension internationale quand tout est replié sur l'ingénierie ? Il y a encore 3 questions. Est-ce qu'on fait 2 tours ou est-ce qu'on fait juste un tour et on reporte les questions après ? La maîtresse du temps. Je vous laisse répondre à ces 3 questions. Merci. Je commence. Alors sur le retour des organisateurs du travail par rapport à notre étude, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec ceux qui ont mis en place l'organisation par projet après notre enquête. Par contre, on a restitué les résultats de cette étude à la direction du centre à plusieurs reprises, qui en fait a eu des réactions différentes lors des différentes restitutions. Lors de la première restitution qui était basée sur une enquête qualitative, donc constituée de 90 entretiens, je crois, des observations. La direction nous a dit que nos résultats n'étaient pas objectifs puisque basés sur un petit échantillon. Donc on a décidé de faire un questionnaire. Ce questionnaire, donc, il a eu un taux de réponse, le premier, je crois, de 52%, donc un peu plus de 1000 répondants sur les 2000 salariés. Et là, on nous a parlé de la concurrence qui se jouait dans le secteur de l'énergie et qui imposait au centre de R&D d'adopter cette organisation par projet, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde fait ainsi aujourd'hui de la recherche, et que pour continuer à avoir une place de choix
sur le marché, on ne pouvait pas remettre en question cette organisation par projet. Et puis, bon, il y a quand même toujours eu, lors des restitutions, un doute en fait sur la neutralité de notre positionnement par rapport aux résultats qu'on présente, comme si on avait tendance à tordre les choses, alors qu'on rend compte avec le questionnaire de chiffres, avec les entretiens de parole qu'on reprend, qu'on retranscrit. Voilà. Bon. Donc il y a toujours une sorte de déni en fait de la part de la direction vis-à-vis des méfaits de l'organisation par projet. Après il y a quand même il y a quand même une prise de conscience vis-à-vis de certains dispositifs inhérents à l'organisation par projet qui sont contre-productifs, parce qu'on a essayé de discuter avec eux sur leur terrain, en leur montrant que, par exemple, c'était peut-être pas très utile de demander aux chercheurs de rendre compte de ce qu'ils font tous les jours, heure par heure, et qu'en réalité, la plupart des chercheurs trichent dans les déclarations et s'arrangent pour que les déclarations réelles correspondent à ce qu'ils ont négocié au début des projets. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a un décalage entre le temps qui passe à un projet et le temps qui leur est dédié pour ce travail, les voyants gestionnaires vont s'allumer en rouge, vont clignoter fort et ça va remonter, ils vont être mal évalués. Donc c'est tout à fait artificiel. Et ça, la direction l'a bien entendu. Elle a bien entendu que tous les jours, les chercheurs passaient du temps à consigner un document falsifié qui n'avait aucune utilité. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a pu engager une discussion, mais c'était quand même pas facile. Une discussion Peut-être rebondir. Oui, bon, tu as bien rappelé par rapport aux réactions, mais c'est une recherche donc, qui est en cours, qui continue toujours, mais c'est lié à la réaction de la direction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle émet un doute, eh ben, on arrive avec des éléments supplémentaires, mais le débat se déplace constamment. Et donc, bon, ça fait 4 ans comme ça, et puis on arrive avec de nouveaux éléments pour essayer de faire évoluer les discussions au sein du CE de cette R&D. Alors, peut-être, du coup, la dimension nationale, elle y a un petit peu répondu. C'est-à-dire que la réponse de la direction, c'est de dire toutes les R&D du monde fonctionnent en mode projet. Pourquoi nous, on ferait différemment? Bon. C'est comme ça qu'il a mis un point final à la discussion. C'est-à-dire qu'on peut discuter de pas mal de choses, mais pas de l'organisation du travail. Si vous voulez, on peut créer des cellules d'écoute, un numéro vert pour ceux qui ne se sentent pas bien. Au passage, c'est 1/3 des agents qui, au cours des 5 dernières années, ont rencontré des problèmes de santé. On a affaire quand même en lien avec leur travail, c'est pas marginal du tout. Mais l'organisation du travail, il est hors de question qu'on la remette en question, sur le fond. Et puis, par rapport à la question de Philippe, effectivement, c'est une population qui est essentiellement composée d'ingénieurs, souvent issus des grandes écoles, des plus grandes écoles, pas que, mais beaucoup. Et il y a quand même un nombre considérable de ces chercheurs qui a poursuivi avec une thèse, et c'est non négligeable. Donc effectivement, et d'ailleurs ça se retrouve dans la désignation, dans le langage indigène, on parle d'ingénieurs-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tranché. Cela dit, dans le groupe EDF, il y a une direction, ingénierie, donc le cœur de l'ingénierie est censé être fait ailleurs. Et là, c'est quand même la direction recherche et développement, c'est pas que recherche, mais ils ont l'impression que là encore, dans cette tension entre recherche et développement, on tire vers le développement, et plus encore, pour certains, ils ont vraiment l'impression qu'ils n'obtiendront des financements ou le renouvellement des financements de leurs études que si, derrière, ils arrivent avec des préconisations qui iraient dans le développement de la rentabilité de l'entreprise, avec des opportunités de création de services potentiellement rentables, des niches, etc., etc. Donc ça, pour certains, ceux qui sont les plus proches, notamment de la direction commerciale, il y en a certains qui le vivent très mal. Non seulement par rapport à la frustration en tant que chercheur, mais aussi d'un point de vue éthique. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de la sociologie ou une autre discipline en SHS, par exemple, pour faire de l'étude de marché, pour savoir à quelle période de l'année il faut qu'on augmente les tarifs pour que ce soit le plus rentable pour l'entreprise. Ce n'était pas comme ça que je concevais mon métier de sociologue ou d'économiste, etc., etc. Voilà un petit peu, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions.